Alors, je vais accueillir, pour nous parler de ce sujet de la chirurgie ambulatoire et nous révéler les leviers de développement, Nolwenn Lemeur. Nolwenn Lemeur, vous êtes docteur en sciences en spécialité bioinformatique. Merci Nolwenn. Professeur-chercheur de l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique, au département méthode quantitative en santé publique, autrement appelé METS. Métis, pardon. Nolwenn Lemeur, vous avez intégré dans votre approche des données issues des bases médico-administratives et vos récents travaux portent sur l'activité de la chirurgie ambulatoire pour les angioplasties des membres inférieurs. J'ai bien tout dit ? C'est ça. Très bien, merci. Alors, Nolwenn Lemeur va être accompagnée pour cette table ronde de Frédéric Bizard, économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé. On va vous amener un autre micro. Alors, vous êtes auteur d'ouvrages de référence sur ces sujets. Vous avez publié également plus de 200 articles et écrit de nombreux rapports. Vous êtes régulièrement sollicité par les médias économiques pour débattre et éclairer l'actualité de la protection sociale et de la santé. En 2018, vous avez réalisé pour les URPS des médecins une étude de l'impact économique du parcours en chirurgie ambulatoire. Alors, bienvenue à tous les deux. Je précise que vous ne vous connaissiez pas en fait et on vous a réunis donc l'un et l'autre pour nous faire cette restitution de vos études. Merci d'avoir accepté. Et pour démarrer, peut-être que chacun peut présenter son expertise en quelques mots. On va démarrer avec vous, Nolwenn. Oui, merci. Donc moi, je remercie d'abord l'URPMS et notamment Olivia Briantet de m'avoir invité à cette journée à laquelle j'ai participé depuis ce matin et je trouve vraiment très intéressant. Je connaissais pas en fait votre fonctionnement et donc j'ai appris beaucoup de choses et je vais peut-être pas vous apprendre grand chose en fait. Donc moi je travaille à l'EHESP et je travaille alors j'ai une formation de statisticienne, la bioinformatique. Alors tout ça c'est des gros mots peut-être que vous connaissez pas, mais en fait j'utilise ces données, ces méthodes de fouille de données. Je travaille pas sur le big data, mais je travaille sur les données de l'assurance maladie qui sont volumineuses pour analyser les trajectoires de soins des patients et essayer de déterminer les ruptures de parcours, d'essayer de mieux comprendre, mais au niveau du coup populationnel, puisque nous sommes l'école de santé publique et donc on travaille sur la population et on travaille du coup à mieux comprendre tout ce qui est disparité, qualité des soins, etc. Très bien, merci Nolwenn. Et vous de votre côté, Frédéric, quel va être votre angle d'intervention ? Mon angle d'intervention, il est sur l'impact économique de la chirurgie ambulatoire et sur les leviers de développement de cette chirurgie. Donc on a réalisé deux études, enfin une étude avec deux volets. Un premier volet sur des actes qui sont très régulièrement réalisés en ambulatoire, avec des taux d'ambulatoire supérieurs à 50%. Et puis, on a réalisé, c'est cette étude-là dont on va parler, un deuxième volet sur des actes qui sont moins fréquemment réalisés en ambulatoire, avec des taux d'ambulatoire inférieurs à 30% pour la plupart. Donc, pour voir si l'équation économique qu'on obtenait dans les deux cas était la même. Et je pense qu'on a des résultats robustes, puisqu'en effet, la deuxième étude a confirmé les résultats de la première. Alors, comme toute étude, il y a les résultats. On les aime ou on les aime pas, mais c'est la situation telle qu'elle est. Puis après, il y a la discussion. Qu'est-ce qu'on fait des chiffres qu'on a ? Donc on essaiera, je crois qu'on a 7 minutes, mais on essaiera de faire les deux, ce qui est un challenge compliqué. Enfin, on va le faire. Très bien. Alors, les présentations sont faites. Nolwenn Lemeur, quel est l'état des lieux, le contexte dans lequel s'inscrit la chirurgie ambulatoire dans la santé publique d'un point de vue épidémiologique ? Alors j'en ai touché juste un mot précédemment, mais du coup, dans la chirurgie ambulatoire, c'est comme en fait toute intervention au niveau médical. Nous, en santé publique, on va s'intéresser à la qualité et à la sécurité des soins des patients pour savoir, donc du coup, nos études sont menées. Est-ce que la chirurgie ambulatoire, eh bien, on a les mêmes, voire mieux, les meilleurs résultats par rapport à la sécurité et la qualité des soins, moins d'infections nosocomiales ou autres possibles complications suite à une hospitalisation. On s'intéresse aussi à l'école de santé publique, à ce dont vient parler Eddy Bartier sur la qualité aussi du travail des professionnels qui font l'ambulatoire, parce que ça c'est un nouveau paradigme, et donc on voit aussi quel impact cela a sur les professionnels qui sont impliqués dans ces parcours en ambulatoire. Alors moi personnellement je ne travaille pas là-dessus, mais il y a des collègues à l'école de santé publique et on regarde, et c'est moins mathématique plus particulière, c'est la disparité
territoriale du développement de certaines chirurgies ambulatoires sur le territoire français, puisqu'on vient effectivement d'avoir des études qui nous montrent que la chirurgie ambulatoire se développe. Il y a des projections en 2022 d'avoir 70% de chirurgie ambulatoire sur le territoire, mais ça c'est une moyenne, et en toute bonne statisticienne, je sais que les moyennes n'est pas généralement le meilleur indicateur pour décrire ce qui se passe au niveau national. Et donc il y a, moi ce qui m'intéresse, c'est les disparités régionales, territoriales sur ce développement. Très bien, merci Nolwenn. Et du coup, du point de vue économique, quel serait le contexte, en quelques mots, de la situation ? Le contexte économique, il est que d'abord, la chirurgie ambulatoire en France, si on regarde les taux, est plutôt en retard par rapport à des pays comparables. On est autour de 56-57%, on était à 55% fin 2017. Cette région-là est très proche du national, puisque vous êtes quasiment dans le même point, et l'évolution est à peu près comparable au national. On veut être à 70%, enfin les pouvoirs publics, en 2022, c'est-à-dire qu'il va falloir doubler la hausse, puisqu'on observe plutôt un tassement, c'est-à-dire plus 1,5, plus 1,6 points de chirurgie ambulatoire sur les 2 dernières années. Or, il faudrait être à 3,5. Donc, il faudrait multiplier par 2 la croissance de la chirurgie ambulatoire. Alors, un mot sur l'étude, quand même ? Non ? Ou on reste général ? Oui, bien sûr. D'accord. Bon. Donc, ce qu'on a regardé, c'est... c'est ça, c'est le contexte aussi dans lequel c'est ce qui se passe entre une intervention qui se fait en hospitalisation traditionnelle, on a pris le niveau 1, c'est-à-dire avec 1 ou 2 nuitées, par rapport à ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas ces nuitées-là et qu'on est en chirurgie ambulatoire. On a regardé l'impact pour l'assurance maladie, pour les établissements et pour les patients. On a pris donc dans ce volet 2 11 gestes représentatifs des différentes spécialités, et donc avec des taux d'ambulatoire inférieurs à 30% pour la plupart. Ce qu'on observe sont les résultats suivants, c'est que si on regarde les coûts d'hospitalisation, on s'aperçoit qu'il y a un impact pour la plupart des gestes significatifs concernant les établissements et un très fort impact. Vous avez une baisse des coûts de production pour les établissements en moyenne de 20%, qui sont de l'ordre de 17,5% pour le public et de 23% pour le privé. C'est-à-dire qu'encore une fois, si vous avez un GHS environ de 2 000 €, si vous le faites en ambulatoire, vous baissez les coûts de production de 500 €, ce qui est absolument colossal. On reviendra là-dessus. Concernant l'assurance maladie, puisque depuis 2014, vous avez le même tarif en niveau 1 qu'en chirurgie ambulatoire, en théorie, vous n'avez pas d'impact sur une année de l'évolution des pratiques. Vous en avez en réalité parce qu'il y a une distribution des GHS qui est légèrement différente entre les deux niveaux. En revanche, la question qui se pose, c'est comme vous êtes sur la tarification à l'activité, que vous savez que vous avez une remise à jour des tarifs chaque année en fonction de l'évolution des coûts, puisqu'il y a une baisse des coûts de production chez les établissements, vous avez donc une baisse des tarifs régulières, qui est souvent mal vécue par les établissements et par les professionnels. Mais du fait de ça, donc vous avez à terme des économies qui sont relativement importantes pour l'assurance maladie, mais pas à l'échelle d'une année. Pour le patient, vous avez des économies de façon significative, même si les chiffres sont moins importants. C'est de l'ordre de 35 à 50 €. En réalité, c'est plus les organismes complémentaires d'assurance maladie qui remboursent normalement la chambre et qui remboursent plutôt la place, ça leur coûte moins cher, qui font ces économies-là. Donc ça, c'est pendant l'hospitalisation. Ensuite, en post-op, puisqu'on a suivi tout le parcours du patient, c'est la première étude qui, en Europe, a suivi l'ensemble du parcours du patient sur l'impact de la chirurgie ambulatoire. Ce que l'on constate, c'est que vous n'avez pas d'impact significatif en post-opératoire en matière de coûts. Donc, il n'y a pas de déport de l'hospitalisation vers l'ambulatoire concernant la chirurgie ambulatoire. Lorsque vous avez un impact, vous avez même un impact qui est plutôt positif, en particulier sur les indemnités journalières et sur les coûts de transport. Alors, il y a eu une étude qualitative qui a été faite en parallèle, c'est-à-dire qu'on a interrogé plusieurs d'entre vous, et des explications qui sont mises en avant, c'est que vous avez en fait une activation du patient qui est plus forte lorsque vous avez de la chirurgie ambulatoire que lorsque vous avez de l'hospitalisation traditionnelle. C'est-à-dire que vous avez une récupération
en ambulatoire qui est jugé plus rapide que si vous le faites en hospitalisation traditionnelle. Évidemment, ça n'enlève rien à l'importance de la coordination, de l'information avant, après des acteurs de la ville. Mais là où, par exemple, en médecine ambulatoire, où il y a beaucoup de retard aussi en France, vous avez clairement un déport des dépenses qui étaient hospitalières vers la ville, et ce type d'étude, à mon avis, pour la médecine ambulatoire peut être faite, c'est que, et quid, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux professionnels qui sont en ambulatoire? Mais là, vous n'en avez pas. En matière de qualité, on a regardé sur les taux de réhospitalisation. OK, les patients restent moins longtemps à l'hôpital, mais est-ce que finalement, ça ne se traduit pas par plus de réhospitalisation, par une baisse de la qualité, parce qu'on va plus vite? Non. Là aussi, quand vous avez une différence, elle est plutôt en faveur de l'ambulatoire. Mais de façon générale, donc l'ambulatoire ne dégrade pas la qualité de la prise en charge. Ça, ce sont les résultats. Maintenant, la discussion que je vous laisserai à travers les questions, évidemment, il y a plein de points à regarder. Ça ne fait que des gagnants, sauf un acteur. Quel? Le médecin. Le professionnel de santé. L'équipe soignante. Puisque dans cette équation économique, l'équipe soignante n'a pas été intégrée. Alors, je discutais avec Loïc tout à l'heure, c'est pas sans conséquence. D'abord, c'est une des explications, la théorie de l'incitation en économie, on connaît quand même un petit peu ça. Il y a un moment où quand vous incitez plus les gens... Pardon ? Vous incitez plus les gens s'il n'y a pas d'incitation économique. Il y a un moment où vous n'êtes pas aussi performant que s'il y en a une. Donc ça explique en partie le retard. Mais aussi sur le fait que l'ambulatoire, c'est un choc organisationnel qui nécessite de réorganiser les structures, pas comme ça à la marge où on bricole une place au lieu d'une chambre, mais véritablement de repenser les organisations. Ce qui a souvent été fait dans le privé, parce que le privé n'a pas le choix. S'il ne se réorganise pas, il ferme, parce qu'il y a un tel impact sur l'équilibre économique de l'établissement qu'évidemment, il faut qu'il s'adapte. Pour le public, ce n'est pas qu'ils ont envie d'en faire moins, c'est que c'est beaucoup plus lourd à faire. Donc il y a un retard important dans le public. Et puis, c'est un choc aussi en matière d'évolution des métiers, en particulier pour le paramédical. Et donc, dans le personnel infirmier, par exemple, il y a souvent eu une remarque comme quoi on les a un peu oubliés en matière de formation, en matière de rémunération aussi, mais aussi en matière de formation, parce que c'est une approche qui est très sensiblement différente par rapport à l'hospitalisation traditionnelle. Donc, ces études permettent quand même de dire attention, parce que là, tout s'explique, dont le retard qu'on peut avoir, et une certaine réticence, c'est pas le bon mot, mais une certaine appréhension d'une partie du personnel soignant pour aller plus loin. Parce que ça met pas mal de tension dans les organisations et dans les ressources humaines. Voilà. Bon, à ce stade, c'est ce que je voulais vous dire. Très bien. Merci beaucoup Frédéric. Alors on va voir du côté de Nolwenn. Donc vous allez nous présenter l'étude que vous avez portée et les résultats obtenus. Oui, alors donc nous, on a fait une étude, alors pas économique pour le coup, mais plutôt en versant santé publique pour comprendre justement les disparités de développement de la chirurgie ambulatoire. Et c'est une étude qui a germé en fait d'échanges avec des chirurgiens du CHU de Nantes, des chirurgiens interventionnistes en endovasculaire et qui essayaient de comprendre pourquoi. Alors ils faisaient l'effort, pourquoi ça se développait pas. Ils sont depuis 2012 à 5% d'ambulatoires sur un geste particulier, qui est l'angioplastie des membres inférieurs, très très particulier, mais qui, d'après la littérature, d'après leur expertise, 90% des patients sont éligibles à faire cette angioplastie en ambulatoire. Donc on a eu des données de l'assurance maladie, donc on a pris cette angioplastie et on a pris aussi les interventions de varices, qui sont aussi du vasculaire, mais vous allez me dire complètement différent, on peut pas comparer, mais c'était pour avoir justement le visuel et puis le descriptif de qu'est-ce qui fonctionnait, comment ça s'était développé depuis 2013 à 2016. Donc on a une série temporelle sur le développement et on peut voir que donc la Bretagne et en fait le Grand Ouest et Nord sont plutôt bien placés et ont même été plutôt précurseurs dans le développement de l'ambulatoire sur ce type d'intervention, mais ça
ça ne décolle pas du 7-8% maintenant. Et donc, en cherchant à comprendre, donc on avait des populations effectivement qui n'étaient pas très comparables, mais on a regardé les chirurgies en hospitalisation conventionnelle, donc au moins 2 nuitées, et les ambulatoires. On a regardé les caractéristiques des patients, leur comorbidité, leur positionnement géographique, etc. Et là où on a les mêmes résultats qu'avec l'expertise de Frédéric Bizard, c'est que c'est plutôt en faveur de l'ambulatoire. Il y a moins de complications post-opératoires. Il n'y a pas enfin, on n'observe pas pour cette pathologie un véritable déplacement de la prise en charge du patient au niveau de la ville, et il n'y a pas un poids supplémentaire. Enfin, ça ne paraît pas. Par rapport à l'étude. Par contre, on a travaillé sur des indicateurs de coordination de soins, donc c'est-à-dire quels étaient les professionnels de santé qui intervenaient après l'opération au niveau du suivi du patient, et qui prescrivaient notamment les arrêts maladie. Et donc c'est un proxy, c'est une étude écologique, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait des différences au niveau du retour au travail par rapport à ces indices de coordination et ces indices de prescription et continuité de prescription des soins. Et donc, c'était aussi un peu l'hypothèse qu'on avait et que les hospitaliers de Nantes nous avaient suggéré, c'est qu'ils disaient que les comorbidités, la faisabilité technologique, on est capable de le faire, et la densité médicale dans la zone au niveau nantaise, ça allait. Mais ils soupçonnaient effectivement un problème de coordination, et c'est ce qu'on retrouve dans notre étude. Donc c'est un constat, après à discuter des leviers, mais c'est ce qu'on a constaté sur ce travail. D'accord, merci beaucoup Nolwenn pour la présentation de ces études. Alors vous nous avez parlé des résultats, je vous propose maintenant de faire une interprétation croisée sur les résultats justement que vous avez obtenus respectivement. Je vais vous poser des questions, on va parler des freins tout d'abord au développement de la chirurgie ambulatoire. Que dire de la coordination des soins au sein des établissements et dans le lien ville-hôpital? Alors concrètement, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qui veut répondre? Donc, moi j'ai un autre élément aussi, donc on a un deuxième élément d'étude sur le développement de la chirurgie ambulatoire, et qu'on a mené aussi grâce en partie à l'URPMS. C'était un exercice qu'on appelle MIP à l'école, un module interprofessionnel où des directeurs d'hôpitaux, parce que on forme les directeurs d'hôpitaux à l'école, les directeurs de maisons de retraite, les médecins de l'éducation nationale passent par le HESP. Et donc la question était de pourquoi le développement de l'ambulatoire plafonne. Et du coup, l'une des problématiques, c'est toute la transmission de documents, les lettres de sortie, les documents dossiers des patients qui sont en fait en retard souvent à la sortie de l'hôpital. Alors ça, c'est un élément. Et donc en ayant discuté après avec les hospitaliers, enfin mes collaborateurs nantais, c'est qualitatif, je peux pas généraliser, mais ils ont eu aussi, comme on a mentionné précédemment, des complications au niveau organisationnel en interne, pour que des documents qui pouvaient être faits sous 1 ou 2 jours quand le patient passait une nuit à l'hôpital, devaient être faits dans la journée, et logistiquement, c'était complexe de le mettre en œuvre. Donc ça, c'est un premier... Qu'est-ce que vous diriez de votre côté sur pourquoi ça ne décolle pas et qu'est-ce qui pourrait fonctionner mieux? D'abord, la chirurgie ambulatoire se développe. Comme on est parti de plus loin, et comme on n'a pas mis en place les mécanismes d'incitation, aussi bien pour les acteurs que pour les établissements. Parce que c'est un peu marche ou crève. C'est-à-dire que soit vous arrivez à suivre le rythme du développement de l'ambulatoire et vous survivez, soit vous n'y arrivez pas. L'impact est tellement fort, parce que quand on dit qu'il y a 20% de différence, donc de gain lorsque vous faites de l'ambulatoire, si vous n'en faites pas, c'est-à-dire que si vous gardez quelqu'un 1 ou 2 nuits, vous vous retrouvez avec 20 à 30% de vos coûts au-dessus du tarif. Donc il est clair que ce n'est pas qu'une question de bonne volonté comme on peut penser. On a mis en place des MSAP, des mises sous entente préalable. On s'est dit, tiens, et quand ils ne veulent pas, on va... Bon, pas sûr que ça soit la bonne chose. Il y a un problème organisationnel dans un certain nombre d'établissements. Soit il y en a qui sont très en avance, mais il faudrait qu'ils passent à un stade
À un autre stade, peut-être des centres dédiés à l'ambulatoire. Il y a des réflexions qui sont autour de ça. Je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3 en France. Mais en tout cas, ceux qui sont déjà... Évidemment, c'est compliqué dans l'état actuel de leur organisation. Il y a des établissements, notamment beaucoup d'établissements publics, mais un peu de privés, qui véritablement devraient investir et n'ont pas la capacité d'investir parce qu'ils n'ont pas la capacité d'autofinancement quand on connaît un petit peu l'état financier des établissements. Et donc, ils se retrouvent dans une difficulté très difficile à gérer, plutôt en résistance. Mais là, ils ont un état financier qui est véritablement un petit peu, on va dire, compliqué. La deuxième chose, c'est en matière de formation. Moi, j'ai été frappé, évidemment, moins chez les médecins, les médecins ont capacité d'adaptation par rapport à une évolution des pratiques qui est quasiment imposée de par leur déontologie, on va dire. Bon, ils doivent proposer ce qui se fait de mieux en matière de sciences. Mais par contre, toute l'équipe autour des médecins pour qui ça change radicalement le quotidien, là, véritablement, je pense qu'il y a eu une sous-estimation de ce changement profond d'activité qui nécessite donc des programmes de formation qui n'ont pas été probablement à la hauteur quand on en est... Je ne fais que l'écho de ce que je peux constater ou pas. Et donc là, il y a des freins dans le public très marqués, c'est-à-dire qu'on entend que la chirurgie ambulatoire, ça va tuer des emplois, que c'est l'industrialisation forcée, bref. Donc des messages qui sont pas très importants. Dernier point, il est financier, c'est que, alors on va me dire, même si on n'avait pas de moyens supplémentaires, c'est pas des moyens supplémentaires en termes de budget de dépenses de santé, c'est une réallocation des gains d'efficience qui sont réalisés grâce à l'ambulatoire pour remettre à niveau les établissements et permettre de former les acteurs. C'est là où je crois qu'il y a un débat à lancer, c'est que l'assurance maladie part du principe, les pouvoirs publics, pas que l'assurance maladie, que tous ces gains doivent être intégrés en baisse de tarifs. Et donc, en fait, il faut en permanence développer l'ambulatoire. Sauf qu'encore une fois, là, lorsqu'il y a des établissements en retard et lorsqu'il y a des problèmes de formation, forcément, vous ne pouvez pas le faire. Donc là, il y a une réflexion qui doit être au sein des ARS, au sein des pouvoirs publics, à mon avis, à lancer. Dernier point concernant les soignants, il y a un moyen très simple, en effet, de réallouer une part des gains de productivité, donc une part des économies générées. Pour les libéraux, vous pouvez très bien mettre une lettre clé lorsqu'il y a un acte en ambulatoire. Pour l'équipe soignante, vous pouvez très bien avoir des primes par rapport au développement de l'ambulatoire. Donc aussi bien salariés que libéraux peuvent, et à mon avis, doivent être associés en contrepartie d'objectifs de développement de l'ambulatoire. En tout cas, ça me paraît, quand on regarde comme ça, quelque chose d'indispensable. Par rapport à ça, vous en parlez, donc les pouvoirs publics, qu'est-ce que vous pensez des objectifs qu'ils affichent en termes de développement de la chirurgie ambulatoire? Est-ce qu'ils paraissent réalistes par rapport à l'étude que vous avez faite, les résultats que vous avez obtenus? Quand on voit qu'il y a un tassement, c'est-à-dire qu'on est passé de 2,5 points par an de 2010 à 2016, où on augmentait l'ambulatoire de 2,5 points. D'accord ? Sur 2017-2018, on est à 1,5. Donc on voit que ça se tasse. Parce que je ne dirais pas que le plus facile est fait, mais il est clair que tous les gestes qui restent à développer sont plus lourds, sont plus compliqués. Donc les freins qu'on constate et qu'on évoque là, qui n'ont pas empêché les gestes couramment réalisés d'être réalisés quasiment à leur potentiel maximum, là vous êtes dans le dur. Parce que vous avez véritablement, quand vous avez des organisations pas suffisamment adaptées et des équipes pas suffisamment formées, là vous êtes vraiment face à ces freins-là. Donc il est évident que les 70% de 2022, lorsque vous êtes à 56% et que vous augmentez d'un 5 à un 6, il n'y a pas besoin d'être économiste pour voir qu'on ne risque pas d'y être. Donc je dirais à politique équivalente, on sera plutôt entre 60 et 65 que près de 70. Donc voilà, mais je ne veux pas être pessimiste non plus. Si on change, le problème c'est qu'on n'a pas l'air de vouloir changer d'un petit peu de politique par rapport à ça. Si on ne change rien, il n'y a aucun risque qu'on ne sera pas à 70. Oui, je compléterai juste. Donc je suis aussi réaliste. Je peux pas, je pense pas, ambitieux c'est sûr, mais je voudrais vous orienter, si ça vous intéresse, sur le rapport récent de la DRES qui a été publié sur le site de l'État, sur le ministère de la Santé. Qui fait justement un bilan de cette évolution de l'ambulatoire et qui un peu recalcule les pourcentages de là où on se situe en ambulatoire. Parce que vous verrez que les chiffres peuvent différer et là tout dépend de la méthodologie que vous utilisez pour calculer ces taux d'ambulatoire. Puisque au niveau de l'ATIH, donc le site des hospitalisations, ils prennent
les conventionnels, toutes les hospitalisations, peu importe la durée de séjour. Donc on peut rester plusieurs mois à l'hôpital, il est compté comme donc ça fait chuter le taux d'ambulatoire. Et lorsque vous regardez le récent rapport de l'adresse, en fait, ils ont suivi les méthodologies que l'on suit où on regarde la population comparable. Eh bien, le taux d'ambulatoire, on est vers les 60, 68 pour les principaux gestes que l'on a mentionnés. Donc aussi, méfiez-vous des statistiques que vous regardez. On n'est pas si mauvais. Mais je pense que c'est quand même ambitieux d'arriver à 70% en 2022, mais on progresse bien. Ça, c'est l'art des pouvoirs publics, après de bricoler les chiffres pour dire qu'on est arrivé à l'objectif. Mais ce qui est intéressant, Nolwenn a raison, vous avez plusieurs façons de calculer. Ce qui est toujours intéressant, c'est à calcul et semblable, comment va l'évolution. Ouais. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un tassement de l'ambulatoire, malgré une volonté des pouvoirs publics de l'accélérer. Donc là aussi, je pense qu'on peut se dire, peut-être qu'il faut qu'on regarde à y mettre d'autres leviers, à actionner d'autres leviers pour le faire. C'est ça qui est important finalement. Après, on peut changer les modes de calcul pour se rapprocher d'un résultat. Ça, on sait faire, mais ça ne change pas la problématique. Parlons de ces autres leviers de développement pour le parcours en chirurgie ambulatoire. Qu'est-ce qui pourrait inciter les établissements et les professionnels de santé libéraux à faire de la chirurgie ambulatoire ? Vous avez parlé, bien sûr, du financement. Quels sont les autres leviers qui pourraient permettre de faire évoluer et développer cette pratique ? D'abord, les médecins libéraux de ville, encore une fois, le virage ambulatoire, il faut le voir dans sa globalité. Je pense que la médecine ambulatoire me paraît aujourd'hui un enjeu beaucoup plus important dans les 10 ans qui viennent que la chirurgie ambulatoire, où c'est pas la fin de l'histoire. Mais enfin, il y a déjà quand même une mécanique qui est en place. Encore une fois, donc, si on veut accélérer le développement, il y a un certain nombre de suggestions que cette étude suggère, mais on peut, encore une fois, après faire dire aux chiffres et suggérer d'autres choses. Mais moi, ce qui me frappe dans l'étude qualitative, c'est de voir aussi que si on ne considère pas qu'il faut aider, accompagner le changement de pratique de médecine qui se fait hospitalière vers une médecine ambulatoire, on va avoir des difficultés. Et c'est là, en matière d'enjeux économiques, c'est là où se situe, parce qu'on parle de 70 à 100 millions, encore dans les 5 ans qui viennent, d'économies pour l'assurance maladie sur la chirurgie ambulatoire. Par contre, en médecine ambulatoire, si vous prenez juste l'oncologie, ça se chiffre en milliards. Donc, je pense qu'on peut utiliser ce qui s'est passé en chirurgie ambulatoire avec les forces et les faiblesses de ce qui a été appliqué pour d'abord corriger la politique par rapport à la chirurgie ambulatoire, donc impliquer davantage les acteurs. Quand on regarde aujourd'hui clairement une mise sous entente préalable pour réaliser la chirurgie ambulatoire, on se demande vraiment si l'administration est à sa juste place pour décider de ce qu'on doit faire avec une telle pratique ou pas. Mais ça, c'est un débat. Ceux qui me connaissent, ils connaissent ma position. Mais en tout cas, c'est une place. Et on voit qu'aujourd'hui, l'administration a le sentiment, avec un tout à fait sincère, que finalement, il faut plutôt qu'elle organise elle-même ce changement des pratiques, plutôt qu'elle laisse les praticiens mettre en place, parce que la coordination, par définition, si l'administration s'en mêle, il n'y aura pas de coordination, par exemple. Bon, donc, et puis, il y a des choses quand même qu'il est mieux de financer. Parce que les nouvelles technologies, on peut penser que les gens sont assez conservateurs, mais il faut aussi donner les moyens aux gens de les développer. Donc, je pense, en finale, que la chirurgie ambulatoire a de bonnes leçons à tirer pour réussir ce qui reste à faire de chirurgie ambulatoire, mais surtout pour réussir, et là ça concerne évidemment tous les médecins de ville, le virage ambulatoire de médecine qui est un enjeu bien plus important dans les années à venir sur un plan économique. Alors vous avez abordé le sujet tout à l'heure de la formation. Nolwenn, je voulais avoir votre point de vue sur la formation des professionnels, notamment en ville. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme impact sur le développement de la chirurgie ambulatoire ? Moi, je voudrais revenir sur l'atelier auquel j'ai participé ce matin, qui était sur l'exercice coordonné. Et du coup, effectivement, le fait qu'on apprend tous... alors, moi, j'ai appris beaucoup aujourd'hui, mais vous, en tant que professionnel, médecin, infirmier, kiné, psychiatre, spécialiste, je pense que la chance qu'on pourrait prendre au niveau du virage ambulatoire, c'est de se former les uns les autres, coordonner et gagner du temps. Je veux dire, ça au départ, c'est un coût, ça prend du temps.
Mais je pense qu'on aurait tous à y gagner de se former, à se connaître les uns les autres pour mieux coordonner, pour gagner du temps, pour pouvoir ne pas vivre des expériences comme a pu le vivre Monsieur Bartier. C'est prendre le temps pour travailler ensemble, pour pas être seul et coordonner bien les soins pour au final pour une meilleure santé pour nous tous. Hein. Nous sommes aussi à un moment ou à un autre patient, donc il faut penser comme ça. Pour terminer, la dernière question que je voudrais vous poser, c'est finalement, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour renforcer les liens entre professionnels de santé et de ville, professionnels des établissements? Comment renforcer ce lien? Alors moi, venant de la bioinformatique, je ne pourrais pas faire l'impasse de parler des outils numériques et les liens passent par la communication. Maintenant, aujourd'hui, la communication, c'est beaucoup les outils numériques. Et donc, pour ce qui est de l'ambulatoire, je pense que ça doit vraiment être un levier dans le développement. Après, il faut aussi continuer à dialoguer, échanger, comme je le disais juste plus tôt, à former des communautés. Les CPTS, là, ça a l'air de... Pour ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, ce sont des outils qui laissent la liberté de créer quelque chose spécifique au territoire, avec les besoins du territoire. Et du coup, je pense que ce sont des initiatives à poursuivre, et puis que les pouvoirs publics devraient continuer à aider financièrement et puis techniquement, quoi. Merci pour Olivier. De votre côté, Frédéric, comment pensez-vous qu'il faudrait renforcer ces liens professionnels? On sait quand même, la guide du changement, les politiques du changement, c'est des choses quand même qu'on connaît assez bien. Je pense qu'il faut faire exactement ce que vous faites aujourd'hui, avec un succès énorme, parce que je fais quand même pas mal de congrès, de colloques, et j'avoue que j'ai rarement vu à la fois autant de monde et une diversité dans les âges et dans les professions, apparemment, de ce qu'on m'a dit. Donc c'est par de la fertilisation croisée, c'est-à-dire que ce que disait Nolwenn tout à l'heure, je pense qu'il faut que chacun soit à sa place. Hein, c'est pas, on veut pas de l'administration ou on veut plus d'administration. C'est que l'administration, les pouvoirs publics doivent fixer des objectifs et des ressources à allouer pour atteindre ces objectifs-là. Les acteurs, par rapport à ces objectifs et ces ressources, doivent s'organiser entre eux. Et je suis toujours assez amusé par tous ces discours sur la coordination. La chose, c'est qu'évidemment, ça fait la nuit des temps que les professionnels de santé se coordonnent, mais évidemment, ils doivent le faire davantage parce qu'on raisonne en parcours aujourd'hui. Mais en contrepartie, vous avez en effet, comme Nolwenn le dit, du numérique qui le fait. Mais ne mélangeons pas les moyens et les objectifs. Hein. Les outils numériques, ce ne sont que des moyens que si vous les mettez à disposition des gens, ils vont les utiliser. En revanche, c'est clair que le problème, il n'est pas entre médecins, il est entre professions qui n'ont pas les mêmes réflexes, peut-être pas toujours la même façon d'appréhender. Et des journées comme aujourd'hui me paraissent, avec des ateliers, me paraissent essentielles pour caler les choses. D'abord pour se connaître, et puis pour caler les choses. Et dernier point, les CPTS, c'est tellement extraordinaire, les CPTS, que ça serait bien de définir des territoires de santé. C'est-à-dire que qu'il y ait un nouveau maillon géographique qui soit le territoire à partir duquel on définit les besoins et à partir duquel on organise le système de santé. On sait que c'est ça l'avenir. Le seul problème des CPTS, c'est que ça part pas d'en bas, même si j'entends, on est entre copains, on a monté les trucs. Mais ne inquiétez pas, ceux qui contrôlent, à mon avis, ne sont pas les bons, parce que c'est eux qui piloteront demain ces CPTS, et je pense que ça doit être plutôt, non pas descendant, mais ascendant, c'est-à-dire qu'il faut responsabiliser les acteurs sur un territoire défini. Il y a l'égalité républicaine, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il faut que chaque territoire ait les mêmes responsabilités, les mêmes fonctions, les mêmes finalités. Il faut que ça soit défini par la loi, ces fonctions-là, et après, on laisse les professionnels, de façon contractuelle avec l'assurance maladie, plus qu'avec l'Agence régionale de santé, de mon point de vue, mais ça, on pourrait en débattre. Et là, pour le coup, on refonde véritablement une politique de santé à partir de besoins, en faisant des acteurs les vrais pilotes de cette politique de santé. Tout le monde est convaincu de ça. Après, c'est la façon avec laquelle on le met en place, évidemment, qui peut différer dans les idées. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur la coordination, ville, hôpital. Voilà, il faut pas oublier le patient qui, du coup, dans ce
dans ce virage ambulatoire a un statut complètement différent d'avant. Il est plus si passif que ça et on le responsabilise au niveau de son parcours de soins. Et du coup, je pense que tout autant que l'éducation thérapeutique, il va y avoir une éducation à faire aussi au niveau du patient pour qu'il appréhende mieux. Alors chez les jeunes, voilà, c'est dans le développement et voilà, on est dans le développement de ce mode de prise en charge, mais chez les personnes plus âgées, c'est quelque chose qui est un frein et qui pourrait sur lequel il faut travailler pour que ça ne bloque pas. Merci à tous les deux, merci Nolwenn, merci Frédéric de nous avoir révélé vos études et leurs résultats. Alors moi, je vous ai posé des questions. Maintenant, nos invités ont peut-être aussi des questions à vous poser sur la chirurgie ambulatoire. Qui souhaiterait poser? Oui, j'arrive. Oui, merci à tous les deux. Quand j'entends parler CPTS, je sors mon revolver. C'est pas possible. La chirurgie ambulatoire, normalement, ça c'est une affaire de chirurgien et retour à domicile, c'est l'infirmière libérale et c'est le médecin. Bon, et sur les personnes âgées, ce sont les services médico-sociaux avec l'auxiliaire de vie et les portages de repas. Ça me paraît quelque chose de pas compliqué. Est-ce qu'il doit y avoir une organisation territoriale structurante avec des réunions à la con où on perd du temps, ou est-ce qu'il suffirait de rémunérer correctement les professionnels libéraux de santé qui pourraient prendre en charge ces gens-là et se coordonner simplement avec le chirurgien correspondant? Je vous pose la question. Merci pour cette question. Non, je pense que d'abord en matière, je viens de le dire, donc la coordination qui est un buzzword qu'on utilise tout le temps. Il y a un moment, laissons un petit peu là où ça se passe plutôt bien, le personnel soignant travailler et ils communiquent très bien entre eux. En revanche, là où c'est vrai que tout se complique, c'est la notion de pathologie chronique. Et plus vous avez des patients chroniques lourds, plus on peut pas raisonner sur un instant T et sur 2-3 jours, mais il faut raisonner sur la vie et sur l'année entière. Donc là, ça se complique. On a organisé d'ailleurs sur le plan des cancers, pour la prise en charge des cancers, en prenant certainement pas suffisamment encore en compte les professionnels de ville, mais enfin les RCP, les PPS, tout ce qui a été mis en place sont des outils quand même qui sont importants, qu'il faut arriver, de mon point de vue, à décliner pour le truc. Le problème, c'est qu'on est dans un monde où on n'arrive pas à raisonner en dehors de l'hôpital, où tout ce qui est fait, puisque je prends l'exemple d'un forfait, c'est assez extraordinaire, on va vers des forfaits parcours. Bon, très bien, il faut des forfaits de coordination, on est d'accord. Sauf que vous avez 80% des patients diabétiques qui vont jamais à l'hôpital, et le forfait parcours du diabétique, on le donne à l'hôpital. Bon, donc c'est véritablement un problème, c'est qu'on ne sait pas raisonner en dehors de l'institution hospitalière, qui est très importante dans le domaine. Mais sauf quand on est sur un virage ambulatoire et la coordination de parcours qui se passe en dehors de l'hôpital, de mettre l'hôpital au cœur de gestion du parcours. Mais voilà. Alors pourquoi, quand vous dites ça au pouvoir public, ils disent oui, mais l'hôpital on connaît, le reste on connaît pas. Donc on fait des CPTS, mais si les CPTS c'est un outil juste pour contrôler les professionnels de santé, ça va aller à l'encontre du projet qui est encore une fois de faire piloter l'offre de santé à l'échelle du territoire. C'est ça qu'on exprime sur les. Je pense que tout le monde est convaincu qu'il faut partir du territoire, mais tout dépend de la finalité de ce qu'on veut faire. Donc si c'est mieux contrôler les professionnels de ville à travers un outil administratif, je pense qu'il va y avoir un peu de désenchantement dans quelques temps. Merci pour cet éclairage. Quelqu'un d'autre souhaitait poser une question et s'énerver gentiment comme monsieur. C'était bien. Je vous propose ensemble de conclure justement sur ce sujet, sur les ouvertures, sur les leviers au développement de la chirurgie ambulatoire. Je suis contente qu'on vous ait fait vous rencontrer, parce que ces deux points de vue sont tellement complémentaires. Pour terminer, qu'est-ce que vous voudriez dire? Là, je suis un peu... Pardon. Pour terminer, je pense que c'était le thème de l'aujourd'hui, c'était la médecine libérale et l'avenir. Je pense que ça fait partie effectivement de la médecine de demain, l'ambulatoire. On peut et pour le bien-être du patient, pour aussi la structuration de la médecine en général, l'hôpital, ville, tout ça. Je pense que c'est un bien.
Mais après, il faut repenser un peu l'organisation des soins. Et je pense que la médecine libérale doit être vraiment aussi aux manœuvres dans cette démarche, parce que vous êtes presque plus nombreux, plus longtemps au chevet du patient, plus qu'à l'hôpital qui va passer. Et je pense que c'est votre rôle de vraiment prendre ça à bras. Voilà. Donc vos études ont permis d'identifier ces leviers. Maintenant, activer Oui, c'est ça. les leviers. Très bien. Merci beaucoup, Nolwenn. Merci, Nolwenn Lemeur. Et de votre côté, donc Frédéric Bizard, un dernier mot pour conclure. Oui, je pense que si on est réaliste, sans faire d'excès de réalisme, en fait, il y a un paradoxe dans la chirurgie ambulatoire, c'est que la France est en retard, même si on n'est pas à la rue, mais que beaucoup d'établissements sont au taquet. Et en fait, se disent que ça va être compliqué de faire davantage. Même ceux qui peuvent être en retard, il y en a qui sont très en avance, mais on voit que ça crée, je parlais encore d'un établissement pas très loin d'ici, où il y a une telle tension sociale, parce qu'on était tellement loin, en fait, dans le développement de l'ambulatoire, sans y mettre les moyens en matière de formation, que donc on est dans des éléments dans un contexte de tension qui est évidemment pas favorable à ça. Donc je pense que les pouvoirs publics, au-delà de l'aspect comptable, de regarder ce que ça économise tous les ans, si on prend en compte cet aspect-là, et si un petit peu on reconstruit une politique favorable au développement de la chirurgie ambulatoire, il y a aucun souci. Enfin, on peut être extrêmement optimiste sur la capacité de nos organisations à se développer. Donc le problème, il n'est pas simplement dans les besoins financiers. Il est simplement que là, à mon avis, il faut en tout cas faire une pause et écouter un petit peu ce qui peut se passer sur le terrain pour remettre en place une politique qui sera jugée comme étant bien plus réaliste. Et les 70%, peu importe, on les atteindra, mais bien plus réaliste, parce que là, on est à mon avis, dans une politique qui crée énormément de tensions et donc qui n'aboutira pas au résultat souhaité. Merci. Merci beaucoup aussi à Frédéric Bizard. Donc merci beaucoup Nolwenn Lemeur et Frédéric Bizard d'être venus nous parler donc de la chirurgie ambulatoire de demain. Vous avez fermé cette session des conférences sur la médecine libérale de demain.